La Constitution, premier grand chantier de la transition. Le sujet est désormais servi à la table du débat public, tiraillé par ses pourfendeurs et ceux qui réprouvent l'idée de devoir en élaborer une nouvelle. Pour sa part, le Conseil national de la transition a ouvert le bal semaine dernière, le bal des réflexions justement, avec un symposium réunissant plusieurs sommités guinéennes et africaines sur des questions de société et justement, à juste titre, de constitution. Quels sont les grands moments de l'histoire constitutionnelle de notre pays? Quel changement majeur pour une constitution qui à la fois réunit et perdure dans le temps? Professeur Alpha Amadou Bano Bari est notre invité et avec lui nous aborderons ces questions-là et pourquoi pas bien d'autres. Bonjour professeur. Il faudra lui activer son micro. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques, tu n'échappes pas à cela, à moins que quelqu'un veuille te suppléer cette fois. Voilà, je vais le suppléer. D'accord. Et je vais commencer par cette question parce que le professeur, il y tient bien. Et depuis 2010 déjà, il s'intéresse à cette question de constitution. Qu'est-ce que vous avez avec la constitution guinéenne? Écoutez, comme sociologue, je regarde la société, j'essaie d'expliquer et de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. J'ai regardé, étant donné que l'une de mes spécialités porte sur la sociologie politique, quand je regarde le système politique guinéen, je me rends compte qu'il y a de la difficulté à le faire fonctionner. Et donc, au lieu de chercher, comme dans l'individualisme méthodologique, les individus, je suis parti chercher les structures. L'élément qui structure le débat démocratique, le débat politique dans un pays, se trouve dans la Constitution. Si vous regardez la Constitution, vous allez comprendre pourquoi certaines choses se font, d'autres ne se font pas. Quand vous regardez la Constitution guinéenne depuis 1958, vous pouvez comprendre pourquoi, tous les Guinéens le disent dans tous les cafés, le président est très puissant. En réalité, c'est dans la Constitution guinéenne de 1958, l'article 25. Le président nomme à tous les emplois civils et militaires. En 90, on a voulu, plutôt en 2010, on a voulu diminuer la toute-puissance du président en introduisant deux articles qui étaient pratiquement contradictoires. Et on a dit, le Premier ministre va nommer à des emplois, le président nomme à des emplois, et on dit être ou à ne pas être. Je vous dis encore une fois de plus, si vous quittez la Guinée, vous, aujourd'hui, vous partez dans un autre pays, vous trouvez déjà, vous êtes dans un autre environnement, vous allez vous comporter différemment. Moi, je connais une de mes anciennes étudiantes, il y a longtemps, on était à Gama, j'avais toutes les peines du monde à l'amener à lire un texte, à rédiger, et je l'ai retrouvé en France, à Besançon. J'ai trouvé qu'elle est devenue rat de bibliothèque. D'accord. Et j'aime bien. Je rappelle que je suis en face de mon prof de socio, mais pour que ce soit clair pour moi, aussi bien pour moi que pour ceux qui nous écoutent, en restant sur la dimension du rationnel, donc de l'acteur qui agit, je veux invoquer Crozier. Oui. Je veux l'invoquer en allant sur le champ des coalitions. Oui. Des coalitions qui pourraient naître à l'intérieur même de la structure, où l'on se dit, oui, la structure veut m'amener là, mais mes intérêts ne vont pas à ce niveau. J'irai par coalition avec des groupes, justement, ou avec d'autres individus qui iraient contre. Est-ce que finalement, l'individu constitué en coalition, et donc en petit groupe progressif, ne constituerait pas un problème plus tard pour cette structure qui pourchasse un idéal? C'est pour cela que les structures, c'est pour cela que les textes sont importants. Parce que cela signifie que les textes doivent penser à cette possibilité et au mécanisme pour empêcher que ces gens ne puissent être ensemble pour détruire le système.
Voilà la règle. Mais moi, l'idée de dire toujours, il faut attendre le Messie, je ne vois pas comment on peut attendre le Messie. Je vais vous dire une chose. Il n'y avait pas un pays aussi désordonné que le Ghana. Vous êtes encore très jeune. Vous êtes très jeune. À un moment donné, en Guinée, il y avait plein de mendiants ghanéens ici. Il y avait plein de sireurs de petits Ghanéens. Cordonniers. De cordonniers, tout ce qui s'ensuit. Le Ghana était considéré comme le désordre le plus important. Écoutez, Rawlings est venu. Ce qu'il a fait, personne parmi les militaires n'a réussi à faire ce que Rawlings a fait. Après lui, il n'y a plus eu de coup d'État. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le système politique. Si vous changez le système politique, les gens vont rentrer dans les rangs. Je dis encore une fois de plus, le problème, c'est que nous fabriquons, nous copions trop des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité sociologique du pays. Nous copions trop des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité sociologique du pays. Propos du professeur Alpha Amadou Banoubari. Avec lui, nous évoquons le débat très polémique de l'année. Nous allons enchaîner avec professeur Alpha Amadou Banoubari. Jacques, pour continuer. Il y a donc ce constat que vous avez fait et puis vous avez justifié vos choix. D'abord, vous voulez qu'il y ait un débat réel pour qu'on ne se trompe pas cette fois-ci. Pour le président, vous dites qu'il a trop de pouvoir. Comment vous comptez, dans vos propositions, diminuer ces pouvoirs-là? En fait, il faut déterminer avec précision les postes à nomination du président. Dans les conditions normales, il est préférable que le président ne nomme que les ministres, les ambassadeurs et les chefs de l'armée. Et les ambassadeurs et les ministres, dans ma proposition, avant leur nomination, devraient passer devant l'Assemblée nationale pour présenter leur compréhension du système, leur feuille de route, pour que les députés puissent faire une note technique au président. Pas que le président prenne en compte pour ne pas les nommer, mais juste pour savoir que vraiment les personnes qui ont été choisies répondent au profil. Il faut que les ministres aient la latitude de nommer leur cabinet et les directeurs nationaux. Et de la même façon, les directeurs nationaux doivent avoir la latitude de nommer les chefs de division. Et les chefs de division doivent avoir la latitude de nommer les chefs de section. Et quand je dis les ministres devraient avoir la latitude de nommer les directeurs nationaux dans leur service, c'est y compris, je dis bien, y compris le pôle financier et le directeur des ressources humaines. En réalité, on avait commencé dans l'ancienne équipe... Pour le pôle financier et les ressources humaines, la coutume actuelle, c'est que ces compétences sont réservées au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la fonction publique. Dans votre proposition, c'est quoi? Le ministre de l'éducation, par exemple, doit être autorisé à nommer son pôle financier? Oui, c'est-à-dire que le personnel doit provenir de ce ministère, mais c'est à lui de faire des propositions de nomination et de nomination. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur la question de la redevabilité? Je vous nomme, vous m'en devez une fière chandelle. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis bien d'accord qu'il y a un problème. Non, attendez. Mais sur cette question-là, sur la question de la transparence financière. Qui va à la CRIEF? C'est le ministre. Ce n'est pas le ministre du budget, ni celui des finances, ni le ministre de la fonction publique. C'est le ministre de tutelle. S'il doit se présenter pour justifier, il est préférable que le personnel relève de sa responsabilité et qu'il le choisisse. Il prend des gens qui sont comptables, qui sont financiers, qui sont spécialistes en ressources humaines, relevant de ces ministères, mais c'est à lui de les nommer. Je vais vous dire... Suivant quel processus? Parce que c'est là ma préoccupation. Un appel à candidature, un entretien, et puis une proposition de nomination. Je vais vous dire une chose. Et tous ces gens-là viendraient de la fonction publique? Non, c'est-à-dire les ressources humaines. Ressources humaines viendraient de la fonction publique, mais nommées par le ministre de tutelle. C'est à lui de les nommer. C'est-à-dire, c'est à lui de choisir et de les nommer. Si vous voulez, je vais vous dire pourquoi.
La petite expérience que j'ai eue d'une année... En tant que ministre. Oui, d'une année, 2 mois et 4 jours, c'est qu'en fait, vous avez quelqu'un qui ne relève pas de vous, en réalité. Vous êtes obligé de faire avec. Vous faites avec. En réalité, il est plus en lien avec son ministère de tutelle qu'avec vous-même. Et après, on vous dit, à vous, ministre de tutelle, d'assumer la responsabilité de tous les actes qui sont posés. Alors qu'en réalité, si vous avez choisi et si vous assumez, vous n'avez plus besoin de dire que ça ne relève pas de votre responsabilité. Mais je dis encore une fois de plus, il faut changer. Oui, mais peut-être qu'il y a aussi une vertu quand même à ne pas occulter. Un contrôleur financier qui est véritablement votre conseiller et parfois un peu le biffeur, le censeur. Quand les procédures ne sont pas normales, s'il est nommé par vous, il y a une redevabilité forcément qui morale aussi, qui s'établit. Les grandes gueules. Est-ce qu'il peut, par exemple, rétoquer une procédure déjà en cours? Alors, je ne parle pas du... Sans paraître... sans se faire taper sur les doigts. Je n'ai pas... Le DAF, c'est pareil. Non, je n'ai pas parlé du contrôleur financier. Si vous avez bien remarqué, vous savez, dans l'ancienne équipe, le responsable de passation de marché, toute l'équipe de passation de marché était nommée par le ministre de tutelle. Cette réforme avait déjà eu lieu. D'accord. Et cette réforme, elle a été faite parce que dans l'ancien gouvernement, on s'était rendu compte qu'il y avait énormément de dysfonctionnements. Le fait qu'on vous envoyait quelqu'un responsable de passation de marché. C'est cette logique-là, en la regardant, que j'ai compris qu'en réalité, il est préférable que le pôle financier, le responsable des ressources humaines, que ces personnes-là soient en fait désignées par vous. Parce que, encore une fois de plus, l'unique responsable dans un ministère de tutelle, dans un ministère sectoriel, c'est le ministre de tutelle. C'est vous qui rendez compte. C'est vous qui allez en prison. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'accord. On continue, Mohamed Mara. Là, on parle toujours exécutif, mais j'aimerais aller sur une question quand même épineuse qui a fait quasiment imploser notre pays ces 30 dernières années. C'est la question liée aux élections désormais arrimées à la composition ethnico-communautaire de notre population. Aujourd'hui, comment arriver à bout de ce système quand on connaît que quand on sait que notre système électoral lui-même est peut-être le géniteur de ce à quoi on est en train d'assister. Je rappelle que il y a ce travail scientifique que vous avez produit sur la question de l'ethnicité en Guinée, professeur Bano. Oui. Alors, c'est vrai, je suis un spécialiste des questions ethniques. C'est ça, véritablement ma spécialité. D'accord. Les Guinéens ne sont pas plus ethnos que les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. C'est pas vrai. Pour l'essentiel, les populations de la Guinée, en dehors des Loma et des Mandéi, historiquement, viennent du Soudan, l'actuel Mali. Elles ont migré en Guinée par vagues successives. Certaines ne sont même pas venues en même temps. Si vous prenez les Baga, il y a eu au moins 4 ou 5 vagues. Les Peuls, c'est la même chose. Les Guinéens ne sont pas plus ethnos. Si vous quittez ici, vous partez dans un village, vous trouverez une mère, vous trouverez un père, vous serez accueillis, hébergés, nourris. La question ethnique en Guinée, elle est éminemment politique. À 3 niveaux. Le président de la République, les postes à nomination dans l'administration et les marchés publics. C'est ça la question ethnique. Et ça, c'est pour contrôler les ressources de l'État. Et ça résulte du fait qu'on a un système politique qui fait que le président, il remplace Dieu dans le pays. Il accorde richesse et pauvreté à qui il veut. D'accord. Accorder pauvreté, d'accord. L'aboutissement de cela, c'est que si vous pompez jusqu'à avoir un président au pouvoir, vous avez des garanties de vous partager des prébendes de l'État. Il y a du ruissellement après. Exactement. Ce qu'il faut changer, c'est le système politique guinéen.
Nous avons pris le modèle français. Un individu crée un parti, demande le suffrage universel au peuple. Si vous avez remarqué, les tensions ethnico-électorales sont souvent plus importantes au deuxième tour qu'au premier tour. Pourquoi? Parce qu'au deuxième tour, il va se créer des coalitions. Et pour pousser les gens à aller voter, à se sentir concernés, il faut instrumentaliser la question ethnique. Si la question ethnique en Guinée n'est pas instrumentalisée, dans une élection en Guinée, il n'y aurait pas plus de 60% de votants. Il faut donc booster la question ethnique pour amener le plus grand nombre à se considérer, c'est entre le nous et le eux. Ce que je propose... Comment on substitue, comment on substitue, si vous voulez, cette motivation-là? Ce que je propose, d'abord vous réduisez le pouvoir du président. Ensuite, vous mettez en place un système de tickets. Si vous avez un ticket en Guinée, vous aurez des combinaisons de candidatures extrêmement complexes, de telle sorte que mathématiquement, il devient impossible d'avoir une connotation ethnique par rapport à une candidature. Ticket fondé sur les communautés. Non. Expliquez-nous. Ticket fondé sur des individus. Écoutez, vous êtes candidat, M. Mara. Oui. Vous avez de très fortes chances d'avoir une base électorale. Si vous voulez être élu, vous choisissez quelqu'un d'autre qui a une très bonne base électorale avec lequel vous faites un ticket. D'accord. C'est la rationalité. Et je vais vous dire, chaque fois dans l'histoire de la Guinée, je vous demande de revisiter l'histoire politique de la Guinée. Avant l'indépendance, chaque fois qu'en Guinée, on a fait un processus politique dans la tranquillité, dans l'unité, il y avait des tickets. D'accord. Tout le temps. D'accord. Je dis bien, je veux bien qu'il développe je dis bien, vérifier dans l'histoire politique de la Guinée. Chaque fois qu'on a eu un système politique simple, apaisé, il y avait des tickets. Ce que je suis en train de dire aux Guinéens, n'attendons pas qu'il se crée une catastrophe pour avoir un ticket. Prenez les États-Unis, ils ont un ticket après une guerre civile. Le Nigeria, après Biafra. Le Kenya, après énormément de morts. La Côte d'Ivoire, après la crise. La Sierra Leone, après la crise. Tous les pays là qui ont eu des crises de cette nature ont terminé par la mise en place d'un ticket pour apaiser le débat. En fait, celui que vous allez chercher, vous ne le cherchez pas parce qu'il appartient à une communauté. Vous le cherchez parce qu'il a une base électorale et il est suffisamment puissant pour vous apporter quelque chose. Voilà la raison pour laquelle vous allez aller le chercher. Donc, on réduit le pouvoir du président, on met en place un système de tickets et on élimine la liste nationale, on ouvre l'élection législative et présidentielle, ce qui fait qu'en réalité, ce sont les acteurs, ceux qui ont véritablement une base qui vont aller à l'Assemblée nationale. La démocratie par la proximité. Exactement. Et puis, vous mettez en place un système de décentralisation poussé. Parce que la décentralisation que nous avons aujourd'hui... Ça fait beaucoup de thèmes, ça fait beaucoup de thèmes, mais on va aller un par un, professeur. On va aller un à un pour la compréhension. Allez-y, Roby va commencer. Est-ce que le docteur Bano, est-ce que le principe de l'éveil de la conscience populaire, c'est vrai, les tickets et tout ça, c'est vrai que vous êtes un peu à un niveau très élevé du débat, moi je voudrais qu'on revienne un peu à la base. Est-ce que finalement le réveil de la conscience populaire qui va sur le principe du fait que le pouvoir arrête le pouvoir, sauf que cette fois-ci, je dis que l'ethnie arrête l'ethnie, c'est-à-dire que les gens ne votent pas par appartenance ou par proximité, mais votent sur la base d'un véritable programme. Est-ce que ça ne va pas résoudre le problème le plus rapidement que possible? Alors, je vais vous dire. Vous croyez au programme? Oui, je crois au programme. Dans les votes, je veux dire. Oui, je crois au programme. Oui. Et je vais vous dire, il ne faut pas considérer la population guinéenne comme des gens qui n'ont ni de bon sens ni de raison. Parce que c'est considéré alors que ce n'est pas la peine d'exister en tant que pays. Non, les Guinéens sont capables de bon sens et de raison.
suis bien d'accord, mais j'ai l'impression qu'on ne nous a jamais vendu de programme. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis toujours au devant un individu singulier qui vient et qui mobilise le nous contre le eux. Ce qu'il faut, c'est de libérer le champ politique, de faire en sorte que tout le monde sait que le président à venir, il n'est pas Dieu. Il ne remplace pas Dieu. Je vais vous dire, en dehors de la capacité de nomination à tous les postes, si le président appelle certains, difficilement ils vont décrocher le téléphone. Je suis bien d'accord. C'est ce pouvoir absolu qu'il faut déconstruire. Qu'il faut déconstruire. Parce que, en fait, je vous ai dit, il a remplacé Dieu. Il donne la richesse et il conduit à la pauvreté. Et ça, aussi longtemps que vous aurez ça dans un pays, ne vous étonnez pas que les gens s'alignent, disent ou font ce qu'ils croient que l'autre veut. Parce que parfois, je vais vous dire, les partis politiques guinéens, je les connais tous. Ils ne sont pas ethnos, contrairement à ce que j'entends. Les leaders des partis politiques parfois sont dans un jeu ethnique contre leur propre volonté. Et ils sont mal à l'aise dans ce système parce qu'en réalité, ils sont pris au piège. C'est-à-dire que je suis d'accord. Il y a un jeu qui se fait qui en fin de compte, ils sont obligés de le faire. Ils sont phagocytés. Ils sont attachés, les pieds et les mains. Parce que les gens jouent avec ça. Soit écoutez, tu le fais ou tu échoues. Oui, je vais vous dire une chose. L'ethnicité, c'est une variable. C'est comme l'âge, c'est comme le sexe, c'est comme le diplôme, c'est une variable. D'accord. Et je vais vous dire une chose. Dans l'administration publique guinéenne, le discours que les gens tiennent devant toi est fonction de ce qu'ils attendent de toi. De toi. Je vous donne des exemples pratiques. Je suis Peul, je suis ministre. Les gens veulent que je propose leur nom. Quand il rentre dans mon bureau, il va me dire, vous savez, moi je suis Keita, mais ma femme est Peul. Oui, oui. J'ai tellement vu ça. Voilà comment ça fonctionne. En fait, on joue avec les gens. Mais alors, puisque les gens sont suffisamment bêtes pour croire à ça, naturellement, ils tombent dedans. Si vous permettez, à cette boutade, j'étais en Côte d'Ivoire à un atelier il y a quelques jours. Et puis, on parlait de manger, consommer de la viande de porc. Oui. Et puis, en face de moi, j'avais un ami qui est musulman. Oui. Et donc, on dit, mais le porc, c'est bon. Il dit, on voulait voir est-ce qu'il en mangeait ou pas. Il dit, écoute, moi, je suis musulman, mais ma mère est chrétienne. Il voulait manger. Il voulait manger. Professeur, revenant toujours au caractère ethnique des partis politiques, vous dites que les gens ne le sont pas véritablement. Non. Mais quand on vient, par exemple, dans les QG des partis politiques ou dans les sièges, aux assemblées hebdomadaires, par exemple, quand vous êtes au RPG Arc-en-Ciel, on sait quand même que, au-delà des discours officiels, mais la langue qui domine, c'est le maninkakan. Oui. Vous allez à l'UFDG, la langue qui domine, c'est le poulard. Oui. Vous allez à l'UFR, et la langue qui domine, c'est le soso. Est-ce que tout cela n'est pas un indice pour dire que ça a un effet? Non, ça c'est l'histoire de la Guinée. C'est-à-dire qu'on a créé un monstre et aujourd'hui on veut critiquer le monstre. C'est nous qui avons créé ça. Ceux qui en 1990 ont élaboré la constitution de 1990 en prévoyant que les partis politiques sont les seuls à présenter aux élections nationales et en faisant que les 2/3 des députés sont élus sur une liste nationale, délibérément, ils ont voulu la question ethnique. Et je vais vous dire une chose. On a fait pire, on a même éliminé les candidatures indépendantes aux élections exactement. nationales. Je vais vous expliquer. Et c'est même une recommandation des derniers dialogues. Quand vous voulez être candidat, vous avez deux choix. Vous partez voir un parti politique. Vous dites au leader, je veux être député. Chaque parti politique, chaque leader, connaît son poids électoral. Sur la liste nationale, en fonction du positionnement qu'il va vous donner, il vous donne une chance raisonnable de devenir député ou pas. Lorsque vous arrivez, vous vous rendez compte que vous êtes placé à un endroit où vous n'avez pas de chance de devenir député. Vous créez un parti.
Et puisque vous n'avez pas de base électorale, vous êtes candidat sur la liste nationale. Vous êtes tête de liste. Remarquez bien, tous les partis politiques qui sont faibles, le leader est candidat sur la liste nationale. Pourquoi? Il va se dire, bon, je suis de Gekedou, je suis Kissien, je suis Kamano. Je vais faire en sorte que les Kamano de Conakry, les Kamano de Kankan, les Kamano de Zérekoré, en fait, tous les Kamano de la Guinée votent pour moi sur la liste nationale. Avec le plus fort, le plus faible reste là, tu deviens député, tu n'as qu'une voix. Oui. Et tu viens à l'Assemblée. Ça te permet d'être réglé. député. Ça te donne 25 millions. C'est-à-dire 15 millions en salaire, 10 millions en carburant. Et ça te donne un passeport diplomatique et ça te permet de continuer ton business. Voilà le fond du problème. On l'a observé en 2013, il y a 2 leaders politiques qui ont tenté de se présenter à l'uninominal. Ils ont perdu. C'est Abessila à Kindia et puis Fodé Mohamed à Kaloum. Tous ceux qui sont allés à la proportionnelle, donc sur la liste nationale, sont devenus députés. Il y a même des leaders qui ont été remorqués. Il faut avoir une base. Et qui sont devenus députés. Pour aller à l'uninominal, il faut avoir une base. Maintenant, vous faites quand même une proposition par rapport aux élections législatives. Vous dites qu'il faut supprimer la proportionnelle. Oui. Sauf que pour l'instant, nous avons, en tout cas la pratique actuelle, nous avons 38 circonscriptions électorales pour l'uninominal, donc aux législatives. Qu'est-ce que vous comptez faire pour... en termes de cartographie électorale, justement, adapté au nombre de députés qu'on voudra avoir. Je ne sais pas si on maintiendra 114 ou on diminuera un peu. Ok. Si vous prenez 114, vous voulez faire un découpage, vous divisez par le nombre d'électeurs. Ça vous permet d'avoir une base à partir de laquelle il est possible de déterminer le nombre d'électeurs pour un député. Maintenant... Une sorte de ratio, quoi. Oui. Non, ça s'appelle le quotient électoral. Et puis... vous ajoutez une autre disposition. Si c'est une petite préfecture, par exemple, qui ne peut pas avoir le quotient, néanmoins, elle va avoir un député. Je vous donne un exemple. Kaloum. Kaloum pèse le même poids électoral que Gawal. Est-ce que vous savez que toute la préfecture de Gawal... C'est ce que je vous dis. Est-ce que vous savez que Wanindara pèse probablement autour de 5 à 7 préfectures de la Guinée? Simplement Wanindara, en termes de poids électoral. Donc, il faut faire ce découpage, et ça, les techniciens existent pour ça. On peut aussi arrondir par le haut. Par exemple, si une préfecture dépasse le quotient, mais n'atteint pas, disons, le double, on peut dire vous avez droit à 2 députés. Si ça dépasse le 2 et ça n'atteint pas le 3, on arrondit par le haut, au lieu d'arrondir par le bas. En fait, toutes les propositions-là existent. Il s'agit de demander aux techniciens de faire une simulation. Ils vont faire une simulation et ils vont sortir la cartographie et chacun va savoir. Et je vais vous dire une chose. Un député élu directement par la population est plus responsable qu'un député... Plus légitime même. Non, plus responsable qu'un député élu sur la liste nationale. Celui qui est élu sur la liste nationale, il est fidèle à son parti, à son fondateur, à son leader, à son bienfaiteur. Parce que c'est lui qui a décidé que vous pouvez aller à l'Assemblée nationale. S'il ne voulait pas, vous ne serez pas parti. En 2010, les femmes ont fait des manifestations, on a dit, bon, il faut leur donner 30%. On a donné 30%. On a dit à chaque parti 30%. Qu'est-ce que les leaders ont fait? Ils ont mis les 30% à la queue. C'est vrai. Et pourtant, à l'époque, j'avais rencontré quelques femmes, je leur ai dit, il faut exiger de mettre 30% de manière alternative. Non. 30% parmi les 30% premiers candidats du parti. Mais les femmes à qui j'avais parlé, elles avaient tellement peur des leaders qu'elles n'ont pas osé. Voilà. Peut-être que l'autre solution aussi aurait été de les inscrire de manière alternative, un homme, une femme, un homme et une femme. Ça aussi, et là, c'était des grandes de la liste. Malheureusement, la même tare s'est retrouvée curieusement avec les mairies.
Parce que là également, le maire n'est pas élu au suffrage universel. Direct. Le même problème. Alors, on va peut-être évoluer dans le débat. Donc, le système électoral, il faut le revoir. Oui, parce Non, que je voulais même que tu restes à la question des mairies que tu évoques maintenant. Parce qu'on est en plein dans la construction de la démocratie locale. Comment élire le maire? Là également, comment choisir, j'ai envie de dire, comment désigner les maires. Et jusqu'où il faut aller avec les maires? Quel pouvoir donner aux maires face à un préfet, face à un gouverneur? Parce que si vous chez nous, ce ne sont pas des préfets de police, mais les préfets sont devenus des préfets administratifs. Donc, qui assurent la tutelle carrément des maires. Voilà, quel pouvoir pour les maires en Voilà, Guinée? avant ces questions plus spécifiques, je voudrais votre avis sur un regard plus général, parce qu'on parle de maire là, ce que Mara est en train de dire. On parle également de gouverneur de région. Là, je parle de ces strates de la décentralisation en Guinée, mais aussi dans leur rapport avec les préfets et les gouverneurs. C'est quoi votre regard sur l'ossature d'abord? Alors, je me fonde sur la thèse de mon ami Bérété. Je pense que les Guinéens devraient lire sa thèse de doctorat. D'accord. Qui porte Bérété. De l'Assemblée ancienne qui était oui. Docteur Mohamed Bérété. Exactement. D'accord. Il a fait une thèse sur la décentralisation. D'accord. La quasi-totalité des idées que je développe, que j'avance, pratiquement viennent de là. Malheureusement, au lieu de l'envoyer à la décentralisation, on l'envoie à la santé. Comme conseiller juridique, hein? Oui. Bon. Si vous voulez, j'imagine. La décentralisation, vous avez... En Guinée, il n'y a qu'un seul niveau décentralisé. Dans tous les pays de décentralisation, il y a soit 2, soit 3. Et on a pris en Guinée le niveau le plus bas. Le niveau le moins... avec moins de ressources humaines, capable de mettre en œuvre une décentralisation. On a pris la commune rurale et la commune urbaine. Idéalement, c'est de décentraliser à la fois au niveau du gouvernorat et au niveau de la préfecture. Ou alors, d'éliminer carrément... Je suis un peu perdu parce que au niveau de la décentralisation, nos textes, par ailleurs, nous prévoyons la région. Oui. Nous prévoyons la commune urbaine. Oui. Nous prévoyons la commune rurale, justement. Oui. C'est pourquoi je suis un peu perdu sur les niveaux de décentralisation. Mais parce qu'en réalité, on a ce qu'on a écrit et ce qui est. Ce qui est, je vous parle de ce qui est. Je vais vous rappeler une chose. La première organisation administrative de la Guinée, du temps colonial, c'était des cercles. Quand le colon est parti, les cercles sont devenus commandants d'arrondissement. Et un certain nombre d'arrondissements ont donné lieu à un gouverneur. Un certain nombre de gouvernorats ont donné à un ministre résident. En 1984, on a dit qu'on change tout. Le commandant d'arrondissement est devenu sous-préfet. Le gouverneur est devenu préfet. Le ministre résident est devenu gouverneur. Les notions de préfet que ceux qui conseillaient à l'époque le CMRN, ils sont partis prendre ça en France. En France, le préfet n'est pas le patron de l'administration territoriale. C'est un préfet de police. Il est le responsable des services de sécurité. C'est-à-dire le problème en Guinée... C'est-à-dire sur un seul domaine régalien de l'État. Oui, régalien. Même une tranche quoi, de ce domaine. Le problème en Guinée, nous copions, mais nous ne pensons pas après avoir copié. Et on ne l'adapte pas. Non, on copie même mal. C'est-à-dire, le problème, j'ai l'impression qu'on a une paresse mentale de lire et de comprendre et de dire, si nous prenons ça... Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça correspond à quelque chose chez nous? Comment faire en sorte que ça fonctionne? Non, on prend. On a dit changement. 3 avril, ça a fini, on change, on met préfet. Point à la ligne. D'accord. Mais ça, ce n'est absolument rien. On n'a rien changé. On a changé des étiquettes. Vous savez, c'est comme quand j'étais parti une fois à Moscou. J'achetais à l'époque, je fumais. Et chaque jour, je changeais je changeais de paquet de cigarettes. Oui. Et puis, un jour, j'ai dit à une dame avec laquelle j'étais,
à Moscou là-bas, une Russe. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Je change tous les jours de la cigarette, mais c'est le même goût. Elle me dit, tu es bête. D'accord. Il me dit, c'est le même tabac, dans la même usine, avec des paquets différents. C'est la même chose en Guinée. On change sans changer. D'accord. Alors, professeur. Alors, concrètement, c'est quoi la proposition concrète sur cette question de décentralisation? Alors, la proposition concrète se trouve dans la thèse de Berthet. C'est aussi simple que cela. Encore une fois. Moi, si vous voulez nous obliger à aller lire. Ah, mais oui, Non, mais- allez lire la thèse de Berthet. Livrez-la nous pour nos auditeurs. Pour nos auditeurs, tout au moins. Écoutez, tout le monde doit aller lire la thèse de Berthet. Point à la ligne. Il y a nos parents qui ne savent pas lire. Voilà. En ce moment, Oui, il va y aller. Alors, Il va y aller. c'est très simple. C'est une décentralisation à 3 niveaux. Au niveau gouverneur, au niveau préfet et au niveau de la commune. OK? Voilà la proposition. Avec, en réalité, la possibilité que au niveau gouverneur, en réalité, il n'y a pas de gouverneur administratif nommé. Si tu veux, il y a une assemblée régionale qui va fonctionner comme étant une instance de prise de décision avec quelqu'un qui va permettre de représenter l'État. On supprime les gouvernements. Exactement. Bien. Et la même chose. Et le préfet, on enlève le préfet administratif pour un préfet De police. policier. Et puis le problème, il est réglé. Donc, ça se croise avec les propositions de Dr Faya. Exactement. Qui, mais je remarque quand même que vous êtes tous des anglo-saxons. Ben, il y a quand même de... Sauf Dr Berthet qui est beaucoup plus D'accord. latin. Et Alors, Mara, je disais vais te quel laisser pouvoir poser dans ta ce question. Je vais quand même recommander, je crois que Dr Berthet, ça vous fait une belle publicité. Laisse-moi. Mais il faut l'inviter, Dr Berthet. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi Dr pas, Berthet, pourquoi pas. je le confirme. Je n'ai pas eu la chance qu'il me prenne lui-même directement en droit administratif, parce qu'il était à l'époque dans les pays du Grand Lac comme expert. Il nous a donné néanmoins des séminaires. D'accord. Mais c'est vrai qu'en matière de droit administratif... Il a du répondant. Non, absolument. D'accord. Et je pense que le CNT a perdu quand même quelqu'un. Si vous vous souvenez, après le coup d'État, il y avait un méli-mollet total. On ne savait même pas quel ordonnancement il fallait mettre, comment il fallait numéroter les décrets, les ordonnances et tout. C'était son travail. Et c'est ce qui continue encore aujourd'hui. D'accord. Alors, mais je pense que ce serait bien que sur ces questions de droit, spécifiquement, de droit administratif, de décentralisation, nous allons l'approcher, je pense, dès aujourd'hui pour aller là-dessus. Mais, professeur, au niveau des maires, je reviens encore. Moi, j'ai un problème. Comment est-ce que dans un pays, on peut arriver au niveau où le maire pense qu'il est l'obligé du préfet? Quel pouvoir pour le maire? Et ça, quand je dis maire, aux différents niveaux. Ok, on va garder la question à Dr Berthet. Bien. Alors, on avance. Alors, on avance. Docteur, quelle place pour la société civile? La nouvelle dont nous rêvons tous. Quelle société civile Quelle même? société civile dans cette nouvelle constitution? Écoutez, moi je fais partie des gens qui ont fait quelques études sur la société civile guinéenne. Les études réalisées arrivent à la conclusion que nous n'avons pas une société civile, on a des sociétés civiles. Vous avez des sociétés, à l'intérieur de la société civile guinéenne, vous avez des sociétés civiles spécialisées, très spécialisées. Et puis vous avez des sociétés civiles politiques qui s'intéressent à la question politique. Ce que la société civile devrait faire, à mon avis, pour se faire entendre, c'est qu'elle doit, à l'intérieur même de la société civile, faire le ménage. La société civile guinéenne ne peut pas peser si elle ne fait pas le ménage en son propre sein. Ça veut dire les casquettes, les doubles casquettes, ceux qui ont des doubles casquettes à l'intérieur de la société civile, il faut leur demander de faire un choix. Et il faut établir des règles. C'est justement c'est là le mal. Il faut établir des règles. N'importe quelle personne peut aller à la société civile. Lorsque vous avez été responsable administratif ou politique jusqu'à un certain niveau, il faut qu'il y ait des mécanismes de reconversion vers la société civile.
Je pense que la société civile devrait s'organiser de telle sorte qu'il n'y ait plus de suspicion sur elle et que la classe politique elle-même se rende compte qu'il y a une distance réelle entre elle et la société civile. Et qui fait ce nettoyage par ailleurs? La société civile. C'est pas quelqu'un d'autre. Oui, ce que vous dites est bien pertinent. Mais vous avez dit, est bien pertinent, mais est-ce que vous pensez à l'État, cette société elle-même peut le faire et sans qu'il n'y ait de restrictions, surtout qu'elles sont plurielles, des textes de loi qui les amènent à cela. Encore une fois de plus. et parfois même antagonistes. Encore une fois de plus. L'avantage d'un débat oral public, c'est pour amener les gens à prendre conscience, puisque les rapports existent, les études ont été faites, et certaines des études ont été faites par la société civile elle-même, en disant, voici ce que nous devons faire. Je pense que le désordre dans lequel on est rentré depuis un certain temps a empêché la société civile à mettre en œuvre les recommandations de ces ateliers qui ont eu lieu, de ces études qui ont été menées, pour permettre en réalité à la société civile. Parce que l'avenir de la Guinée, l'avenir démocratique de la Guinée, dépendra en grande partie de la capacité de la société civile à être à égale distance des acteurs politiques pour pouvoir se prononcer en toute objectivité et en toute impartialité. En fait, je vous pose la question parce que pour moi, j'ai pas lu le rapport, mais il y a la préoccupation de la qualité. La société civile, ses acteurs s'équivalent d'un point de vue de la loi. Ce ne sont pas eux qui délivrent les agréments. Comment est-ce qu'elle se nettoie? Pour reprendre l'expression de Roby, comment est-ce qu'elle s'auto-nettoie? En se lavant. Oui, mais Avec de l'eau. Qui va donner le savon? Avec de l'eau et du savon. Oui, mais docteur, dans une société ou dans un pays où la société civile n'a finalement de leitmotiv ou de combat que la politique, est-ce qu'elle ne crée pas naturellement la suspicion du peuple? Alors, je vais vous dire une chose. Dans la société civile guinéenne, puisque j'ai fait au moins 3 études sur la société civile guinéenne, D'accord. je peux vous garantir que sur des domaines précis, pointus, vous avez des gens extrêmement performants qui savent de quoi ils parlent. Oui, c'est vrai. Que ce soit sur les questions, questions minières, que ce soit sur des questions de redevabilité, que ce soit sur des questions de transparence, environnement. Vous avez énormément de gens professionnels et qui parfois ont préféré s'investir dans la société civile parce qu'ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'État, l'État ne les écoute pas. C'est pas la peine. Ils sont marginalisés, ils sont écartés. Ils préfèrent utiliser leur expertise. La seule chose aujourd'hui qui reste, c'est que la société civile prenne en charge et fasse la distinction, la professionnalisation. Parce qu'il y a des outils d'accompagnement de la société civile guinéenne. L'Union européenne a un fonds d'accompagnement de la société civile. La plupart des partenaires techniques et financiers ont des moyens d'accompagner la société civile. Il s'agit simplement que... C'est même les nouveaux acteurs exactement, du développement. que la société civile. Et aujourd'hui, vous avez des fonds extrêmement importants auprès des partenaires techniques. Comment distingue-t-on de par leur variété, comment les distingue-t-on finalement des politiques, puisque en Guinée, les combats sont unitaires, c'est ce dont je parle. La société civile guinéenne est braquée sur le combat politique. Il y a une frange de la société civile qui s'investit dans le débat politique. Vous ne pouvez pas ne pas avoir une partie de la société civile dans ce débat politique. Parce que si vous laissez la classe politique entre elles-mêmes sans qu'il n'y ait des acteurs comme la société civile, si vous voulez, c'est un match de football interquartier sans arbitre. Allez-y. Alors, professeur, allez-y. Professeur, je vais vous ramener sur avec les politiques, donc sur les mandats. Vous avez fait des propositions. Oui. Une, c'est d'abord le mandat unique de 7 ans. Ça, c'est pour le président. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour les députés? Oui. Les maires? Oui. Alors là, on est d'accord là-dessus. Maintenant, pour l'organe de gestion des élections, vous dites il faut un OGE si vous voulez, avec des techniciens. Oui. Et mandat, mais vous dites mandat à vie. Oui. Alors là, je pose la question, et si ce sont des représentants qui font le mal,
Mais on laisse quand même. Non, on les écarte. Mais on les écarte comment? C'est-à-dire qu'à partir, encore une fois de plus, vous prenez le modèle le plus achevé en Afrique des OGE, c'est le Ghana. Le Ghana. N'inventons pas. Au lieu d'envoyer des Guinéens au Ghana, c'est ce qu'on a fait depuis plus de 10 ans. On envoie chaque fois des missions au Ghana parce que les gens aiment monter dans l'avion. Vous savez, en Guinée, si vous mettez une civière, c'est pas gentil. Non. Si vous mettez une civière, vous mettez des hélices, les gens vont monter, les Guinéens vont monter, même si ça va aller au cimetière. Vous avez déjà vu Tamba dans un jet privé. Alors, je vais vous envoyer la photo, il fallait voir sa tête. Ok, donc je dis, amenons plutôt les experts ghanéens. Et chaque fois qu'ils vont dire, voilà comment nous fonctionnons, on se pose la question, est-ce que ça peut marcher ici? Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Parce que s'il n'y a pas de sécurité pour les membres de l'OGE, si on peut les enlever à n'importe quel moment, ils savent qu'ils sont éjectables, ben, ils deviennent facilement corruptibles et influençables. Or, il faut un devoir, je dis un droit, je dirais même un devoir d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui les nomment. Exactement. Et donc, c'est cela le principe. Encore une fois de plus. Et puis, il faut s'assurer que dans le budget de l'État, que ce ne soit pas le ministère de l'administration qui dise à un moment donné qu'il faut donner un budget de tel. C'est-à-dire que chaque année, il faut prélever une partie du budget pour mettre dans un compte pour les élections. Ce n'est pas bon de se tourner vers des partenaires techniques et financiers pour financer des élections dans un pays. Sinon, ça ne sert à rien de faire des élections. Chaque année, on peut prendre une petite partie du budget et on met dans un compte. On prépare les élections sur une longue période. D'autant plus qu'il y a certaines choses, on ne les achète pas 2 ou 3 fois, on les achète une fois. Oui, mais les urnes, par exemple, on n'achète pas tout le temps des urnes. Le portage institutionnel, ce serait qui? Par exemple, sur ce type de... Sur votre proposition... C'est l'OGE. Lui-même. Oui. Lui-même. D'accord. C'est son job. Je pense que ça, je pense que c'est la nouveauté, c'est la nouveauté dans la réflexion sur la question de l'OGE. Zachary, un dernier mot, peut-être, puisqu'on est pris par le temps, sur l'armée. Quelle place pour l'armée dans la nouvelle constitution? Est-ce que son fonctionnement aujourd'hui vous satisfait? Ou bien est-ce qu'il faut d'autres réformes? Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on a fait depuis 2010, puisqu'à la fin, on a là une transition militaire. Le temps aussi. Malheureusement, j'ai jamais étudié l'armée. Vous savez, c'est un endroit où on ne rentre pas pour faire des études. Donc, ou bien si vous avez les moyens de me commanditer une étude sur l'armée, d'accord. Non, Roby, si tu permets. Un constitutionnaliste me disait la dernière fois qu'il faut tenir compte, en écrivant la Constitution, de pour quel État, pour quel peuple et pour quelle époque on écrit la Constitution. Oui. Alors, en juxtaposant cela à notre époque, dans notre pays, connaissant l'environnement sociopolitique, connaissant l'État, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse qu'il faut faire? Non, il faut faire 2 choses. Quand on rédige une constitution, on fait 2 choses. On tient compte de la réalité et on prévoit, on fait en sorte que la constitution oblige les gens à changer de comportement. Si vous voulez, la norme sociale, la norme juridique est une norme sociale. Lorsqu'elle se transforme sur la durée, elle devient une norme sociale. Aujourd'hui, si vous remarquez, les mototaxis à Conakry ne s'arrêtent pas au feu rouge. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'ils roulaient comme ça. Ils considèrent que le feu rouge, c'est pour les véhicules. Moi, je ne suis pas véhicule. Comprenez? Donc, ce qu'on doit faire, c'est à la fois prendre en compte la réalité, mais en même temps se dire quelle société nous souhaitons avoir. Quels sont les types de comportements que nous souhaitons avoir. Et donc se projeter. Sinon, quand on a dit d'arrêter l'excision, on a voté. En réalité, on savait que l'excision existait. Mais en réalité, soit on dit, bon, puisque ça existe, on ne légifère pas, on laisse faire. Soit on dit, on légifère. Mais je dis, il y a ce que l'on appelle la norme religieuse. Il y a la norme sociale. Il y a la norme juridique. Une société devient stable et fonctionne très bien lorsqu'il y a une concordance, lorsque la norme juridique et la norme religieuse se transforment en norme sociale. Lorsqu'on arrive à ce moment, en ce moment, c'est dans l'éducation des enfants même que l'on transmet
la norme sociale. D'accord. Voilà. Alors, professeur, si je vous posais la question sur un tout autre sujet, Oui. en une seule phrase, ce que vous diriez de la façon dont le recensement général de la population et de l'habitat est en train d'être conduit, ce serait quoi? Ça a commencé? Bien. Merci. C'est pas possible. Et puis, c'est juste en une phrase. Ça a commencé. Bon, d'accord. La réponse dans les jours, dans les semaines à venir. Merci, professeur, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Il s'agit d'un exercice qu'on pourra renouveler, pourquoi pas, dans la perspective de débat sur la Constitution en vue en Guinée. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis depuis ce matin, depuis 3 heures. Amadou Sow a été avec nous côté radio. Et puis côté télé, c'est donc l'homme de nuit Alassane Diallo, c'est Djibril Ba Mombo. Et c'est surtout l'autre que l'on appelle Poutin qui nous ont aidés à travailler. Donc on se dit à demain 9h, justement pour un autre numéro. Continuez par ailleurs à rester avec nous. Nos programmes continuent et vous savez, c'est les meilleurs de ce pays